Bonjour et bienvenue donc à la vidéo numéro 6 de cette série de formation en plasturgie consacrée à l'injection des matières plastiques pour les débutants. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 6. Elle est consacrée donc au moule d'injection sous le même thème, toujours, c'est-à-dire le moule des presses d'injection et la mise en œuvre. Rappelons que pour produire une pièce en matière plastique, il nous faut trois composants. Donc la matière, on a déjà vu donc la vidéo consacrée à la matière plastique. Deuxièmement, c'est la machine d'injection, la presse d'injection qui transforme donc, qui permet donc d'injecter cette matière à l'intérieur du moule. Et le troisième élément, c'est les moules d'injection. Donc les moules d'injection, ce sont les outillages qui donnent la forme à la matière pour obtenir le produit fini. Donc on va voir dans cette partie consacrée aux moules d'injection, qu'est-ce que c'est qu'un moule? Donc un moule, c'est un outillage. Un outillage, c'est un élément qui permet donc de donner à la pièce la forme, sa forme et ses dimensions. Donc le moule d'injection se compose de plusieurs éléments, on va les voir en détail. Et bien sûr, les moules, il y a plusieurs types de moules. Donc on parle de moules à deux plaques, de moules trois plaques, donc du multiplaque. Et bien sûr, donc le moule, il est muni d'un système d'alimentation. Donc on va voir les canaux d'alimentation et les types. Donc aujourd'hui, c'est une formation basique sur les moules d'injection. Donc voilà donc le premier domaine. Donc dans la première partie, donc c'est des principes généraux. Dans la deuxième partie, donc on va parler du moule classique, moule à deux plaques. Dans la troisième partie, on va voir un moule à trois plaques. Et dans la dernière partie, on va décrire le système d'alimentation. On va voir les types de canaux utilisés pour remplir les empreintes. Et enfin, nous aurons donc des questions. Cette question à laquelle on va répondre pour évaluer nos connaissances. Donc, on va commencer avec les principes généraux. Donc, pour obtenir une pièce ou pour donner la forme à une pièce, donc on aurait besoin de deux éléments, un élément mâle et un élément femelle. Donc l'élément mâle s'appelle noyau, on peut l'appeler aussi poinçon. En anglais, on parle de corps. Et la partie femelle appelée empreinte ou matrice. Et en anglais, donc c'est cavité. Donc les deux éléments forment, c'est-à-dire entre les deux éléments forment, donc entre les deux éléments, on trouve la forme de notre pièce à réaliser. Donc on peut parler donc de partie moulante extérieure, c'est-à-dire l'empreinte il donne la forme de l'extérieur de la pièce, alors que le noyau il donne la forme intérieure. Donc le principe de fonctionnement d'un moule à deux plaques. Donc nous avons une plaque porte-noyau et une plaque porte-empreinte. Entre les deux se trouvent donc les empreintes. Ça peut être un moule mono-empreinte ou multi-empreinte muni d'un système d'alimentation qui achemine la matière de la buse machine vers les empreintes. Donc le moule fermé, il s'ouvre. Donc les pièces restent coincées de l'autre côté, du côté noyau. Et un système d'éjection permet donc d'éjecter la pièce vers l'extérieur. Donc composition du moule à deux plaques. Donc c'est un moule classique composé, donc on va commencer de la droite vers la gauche. Nous avons la plaque fixe ou ce qu'on appelle la semelle fixe. Après, donc, il y a la plaque porte-empreinte. Dans cette plaque porte-empreinte et semelle, on trouve le reçu de buse et la rondelle de centrage. Donc, ces éléments constituent la partie fixe du moule. De l'autre côté, on va trouver donc de la droite vers la gauche, c'est-à-dire la plaque porte-noyau, les tasseaux. On va trouver entre les tasseaux la batterie d'éjection, composée de plaques éjectrices et contre-plaques éjectrices, les éjecteurs, et le dernier élément, c'est la semelle mobile. L'ensemble de ces éléments forme donc ce qu'on appelle la partie mobile du moule. Donc, partie fixe du moule, elle est montée sur le plateau fixe de la presse d'injection,
et partie mobile du moule. Il est monté sur le plateau mobile de la machine. Donc les éléments, vous pouvez les voir ici. Donc l'empreinte, plaque porte-empreinte, plaque de fixation aux semelles fixes. Donc vous avez le plaque porte-noyau, vous avez la semelle mobile. Vous avez ici le noyau avec la plaque porte-noyau. Donc nous avons une carotte. Donc c'est la canal. Donc on appelle canal de carotte au buse-moule. Donc nous avons le reçu de buse-moule à l'intérieur de laquelle se trouve donc une forme conique. Donc on parle de la carotte. L'ensemble forme ce qu'on appelle un canal d'alimentation. Nous avons aussi donc une rondelle de centrage. Donc la rondelle de centrage permet donc le positionnement du moule sur les plateaux de la machine. Donc le reçu de buse, on a dit qu'il achemine la matière vers l'empreinte, passant par des petits rétrécissements. Donc ici, c'est-à-dire à la fin du système d'alimentation se trouve un petit rétrécissement où passe la matière pour remplir l'empreinte. On parle de ce qu'on appelle le seuil. Donc il y a différents types de seuils, seuil capillaire, sous-marine, en courgette, en nappe, etc. Il y a différents types de seuils. On va les voir dans les formations avancées. Donc on a déjà parlé, donc le figage des seuils détermine le temps de maintien sous pression. On a déjà entamé ça, c'est-à-dire une fois les seuils sont solidifiés, donc la phase de maintien elle est terminée. Donc c'est inutile de continuer. Donc la partie mobile et la partie fixe sont guidées en translation par des colonnes de guidage et des bagues de guidage. Bagues de guidage avec des colonnes de guidage. Donc la batterie d'éjection, on a dit, se compose d'une plaque éjectrice et contre-plaque éjectrice, des éjecteurs. Un éjecteur arrache-carotte central peut aussi être utilisé dans le cas de multi-empreintes. Et donc on parle de l'ensemble batterie d'éjection. Nous avons une queue d'éjection qui permet donc de pousser la batterie d'éjection dans la phase d'extraction de la pièce. Et ici c'est l'arrache-carotte. Le moule il est régulé, donc c'est la fonction régulation du moule par la circulation donc d'un fluide dans les canaux de refroidissement. Donc ici c'est les canaux de refroidissement, ils sont répartis de part et d'autre sur la partie, c'est-à-dire sur la plaque porte-empreinte et la plaque porte-noyau. Donc les deux éléments doivent être refroidis de la même façon, c'est-à-dire on doit avoir donc la même température de chaque côté. Toute différence de cette température va entraîner donc des déformations de la pièce. Et voilà, donc c'est tout ce qui concerne donc un moule classique, moule à deux plaques. On va passer maintenant au moule à trois plaques, donc ce qu'on appelle les moules multiplaques. Donc nous avons ici un moule. Donc ce moule, il se compose d'une plaque en passant de la droite vers la gauche. Donc nous avons la plaque ou la semelle fixe. Nous avons une plaque intermédiaire. Nous avons une autre plaque porte-empreinte. De l'autre côté, c'est la plaque porte-noyau. Et nous avons donc la batterie d'éjection. Donc comment fonctionne un moule trois plaques? Donc on commence par ouvrir sur le plan de joint, le premier plan de joint. On commence à ouvrir, donc la première ouverture sépare les pièces du système d'alimentation. Dans ce cas-là, donc elles sont prêtes pour l'éjection. Deuxième ouverture, elle permet donc d'extraire le système d'alimentation de la plaque intermédiaire pour qu'elle soit prête à être arrachée. Et finalement, donc la dernière plaque permet donc d'extraire le système d'alimentation. Ça peut être en même temps ou après donc l'éjection de la pièce. Et nous aurons donc les pièces qui sont éjectées avec le canal d'alimentation. Donc les pièces et les carottes, la carotte et le système d'alimentation, les canaux donc tombent librement. Ils sont évacués automatiquement, permettant au moule de se refermer pour un autre cycle. En ce qui concerne les canaux d'alimentation, donc les canaux d'alimentation, ce sont les éléments ou les conduites qui assurent la distribution de la matière fondue vers les empreintes du moule.
Les canaux sont usinés dans le moule. Elles sont de forme et de longueur variables. Donc il y a plusieurs types, c'est-à-dire de systèmes ou de canaux d'alimentation. Il y a des canaux donc cylindriques, trapézoïdales, demi-circulaires, etc. Et bien sûr, on va revenir à ça plus tard. Donc, tous les canaux d'alimentation dont il a été question jusqu'à présent sont éjectés à chaque cycle en même temps que la pièce. Donc, le canal d'alimentation, bien sûr, il sort, c'est-à-dire il est éjecté en même temps que la pièce a réalisé, a injecté. Donc, ainsi, donc, la carotte avec les canaux d'alimentation, ce sont des déchets de production. Donc, le développement du moule d'injection sans carotte permet donc de réduire les coûts induits par les pertes de matière. Donc là, avec des moules, c'est-à-dire ou avec des canaux sans carotte, donc on essaie d'économiser la matière. Donc on peut voir ça dans les types. Donc l'économie de matière réalisée en éliminant la carotte et les canaux d'alimentation peut avoir autre avantage tels que la diminution du volume de matière dosée. Bien sûr, parce que si vous avez un canal d'alimentation froid, donc vous devez rajouter au dosage la quantité relative au système d'alimentation. Il y a une diminution des risques de contamination par l'utilisation de la matière recyclée. Oui, c'est un avantage. Baisse des coûts de production suite à la diminution du temps de cycle, c'est normal. Donc, au lieu que la matière passe par le système d'alimentation avant de remplir les empreintes, donc il peut entrer directement dans l'empreinte et on va gagner du temps. Donc, il y a deux solutions utilisées. Donc, la première consiste donc à réduire la longueur et la section du canal. Donc ici, on joue sur la géométrie du système d'alimentation. La seconde solution utilise un canal dans lequel la matière est maintenue à l'état fondu. Donc le seuil est le seul élément, la seule partie susceptible de se solidifier. Donc ici, on parle de canal froid au canal chaud. Donc on va commencer par voir les types de canaux. Donc on va commencer avec les canaux isolés. Donc les canaux isolés, ce sont donc des canaux à l'intérieur de laquelle s'écoule la matière entre deux plaques. Nous utilisons donc dans ce cas une carotte massive. Pourquoi massive? Donc pour que la matière reste, c'est-à-dire à l'état fondu. Bien sûr, il y a une formation d'une gaine solide autour, c'est-à-dire en contact avec la paroi du moule, mais l'intérieur reste fondu. Donc on peut continuer à injecter la matière à l'intérieur de ces éléments. Donc nous avons ici une couche isolante qui se forme. Cette couche donc va isoler donc la matière à l'intérieur et on va pouvoir donc continuer à injecter donc la matière en fusion dans la partie centrale. Donc on peut utiliser, c'est-à-dire dans la zone d'entrée de la matière vers le moule, des crayons chauffants donc, qui permettent de laisser ou de garder cet endroit toujours à l'état fondu, puisque donc ça c'est l'entrée, donc, c'est-à-dire les dimensions à ce niveau-là sont réduites. Donc pour éliminer le risque de solidification à ce niveau-là, on utilise des crayons chauffants. En ce qui concerne le canal chaud, donc canal chaud, on utilise donc tout un système qui, c'est-à-dire chauffé avec des résistances. Donc ici nous avons la buse. Donc la buse il est entouré de résistance qui garde donc cette buse, la matière à l'intérieur de la buse à l'état fondu, c'est-à-dire on règle cette température. Donc avec des thermorégulateurs ou avec des régulateurs thermiques, on alimente donc ces résistances à la température voulue. Nous avons un canal qui achemine la matière, lui aussi donc, contient des résistances. Et donc tout le bloc est le chaud. Donc la matière à l'intérieur du bloc reste toujours à l'état fondu. Donc, et on aura des injections sans perte. Et donc sans déchet. Donc la matière sort d'ici. Ici c'est le point d'injection. Et rentre dans l'empreinte. Bien sûr, il y a des thermocouples qui permettent de renseigner le système thermorégulé sur la température à l'intérieur des différentes zones. Donc, dans les systèmes à canaux chauds, donc les canaux et seuils sont chauffés
par des cartouches chauffantes électriques. Donc ceci permet de disposer donc en permanence d'un réservoir de matière plastique fondue. Et alors les déchets matière à chaque cycle, tout ce qui est canal, carotte, refroidi, donc sont supprimés. On peut faire ce qu'on appelle donc une injection sans carotte, une injection directe. Donc nous avons la buvette chauffée avec un collier chauffant qui attaque directement l'empreinte et remplit donc l'empreinte. Et donc on n'aura pas de déchets ni de carottes. Donc la buse sera portée sur l'empreinte. Donc c'est une buse chaude. Le plastique fondu est injecté directement dans la cavité et les canaux d'alimentation donc ne sont plus nécessaires. On va voir la dernière partie de ce module. Donc la régulation de la température du moule. Rappelons ce que nous avons dit dans les vidéos précédentes, que la température du moule a une influence primordiale sur la qualité des pièces injectées et sur la productivité. Donc pour avoir des résultats constants, il est essentiel donc de réguler la température du moule. Donc l'un des facteurs les plus importants sur la qualité, à la fois sur la qualité, c'est-à-dire des pièces produites, et sur les propriétés, on a déjà parlé de ça, et donc la régulation de la température du moule. Donc les régulateurs de température, les thermorégulateurs, donc utilisent la circulation d'un fluide chauffé à la température requise. Bien sûr, pour chaque matière, vous avez une plage de température du moule que vous devez respecter entre un minimum, donc un intervalle entre un minimum et un maximum. Donc, dans les canaux de moule prévus à cet effet, donc nous avons des canaux de refroidissement et les différentes solutions pour refroidir les moules. On va y revenir sur ça dans la partie donc avancée des moules. Donc, la circulation, elle peut être de l'eau ou de l'huile. C'est-à-dire pour des températures inférieures à 100 degrés, on utilise de l'eau. Mais pour des températures supérieures à 100 degrés, on utilise de l'huile ou bien de l'eau sous haute pression. On peut même donc communiquer au moule, donc communiquer donc le refroidissement avec des groupes frigorifiques pour circuler de l'eau réfrigérée avec un antigel. Donc sont utilisés dans le cas où un refroidissement rapide du moule est nécessaire. Donc la température du moule doit être vérifiée avec une sonde thermométrique. Donc cette vérification, bien sûr, elle est cruciale doit être effectuée donc à la fois sur les empreintes et sur le noyau. On a dit qu'une différence de température entre les noyaux et l'empreinte va causer des gauchissements de la pièce. Et voilà, donc c'est la fin de ce module. On va voir les 7 questions. La première question, parmi les paramètres suivants, quel est celui qui conditionne la durée de temps de maintien? Donc on a parlé de ça, c'est l'épaisseur des seuils. Deuxième question, comment appelle-t-on les circuits distribuant la matière fondue vers les cavités d'un moule multi-empreinte? Donc c'est les seuils. Ah, pardon, donc les canaux. Comment appelle-t-on les circuits distribuant? Donc c'est les canaux, pardon, donc c'est les canaux. Dans quel système de distribution le canal d'alimentation est-il éjecté avec chaque pièce? Donc ici, bien sûr, donc c'est dans le canal et carotte refroidi. Canal froid. Quelle est la fonction du moule? Est-ce que c'est l'éjection de la pièce, la mise en forme, ou bien refroidissement, ou bien l'ensemble? Bien sûr, c'est l'ensemble. Toutes ces fonctions sont assurées par le moule. Quel est l'élément du moule en contact avec la buse d'injection? Donc c'est le reçu de buse, moule. Par quelle partie du moule le plastique fondu pénètre-t-il dans la cavité? Donc c'est le seuil d'injection. Dernière question. Par quel élément assure-t-on un positionnement précis du moule sur le plateau de la presse? On a parlé de ça. C'est la rondelle de centrage. Bravo. Donc on a répondu à cette question. Bien sûr, on a commis plusieurs sur des questions, mais donc c'était quelque chose. C'était donc une réponse rapide. Donc là, à ce stade-là, donc vous allez vérifier donc vos connaissances et vous allez les évaluer
Et par la suite, donc, vous allez peut-être revenir sur certaines parties pour les revoir. Ne vous inquiétez pas, donc on va avoir des vidéos qui vont venir, qui vont détailler ces éléments davantage. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.